Alors pour la suite, je vous demande d'accueillir Ulku qui va nous parler de machine learning et nous montrer quelques exemples et use cases autour de ces solutions. Ulku, welcome on stage. So we're switching back to English, of course. Thank you very much. Hi, everyone. Again, who here has been in the keynote this morning? All right, so I apologize that you're going to be subjected to me for a little bit longer. All right, so today we're going to talk about machine learning. So who here thinks that we may be at the hype of machine learning? Everyone talks about machine learning. There's not a lot of clarity. Yeah. So I think we are at the top of the peak cycle for machine learning. Everyone talks about it, but very few people actually know what to do about it, really. All right. Anyone remember this image? Anyone watched 2001, The Space Odyssey? Raise your hands. I knew I was in the company of some nerds and geeks. I watched it. Remember that scene says, "I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that." Yeah. How about Blade Runner? Any fans of Blade Runner? Did you watch the new one? Don't tell me. I have not watched it. I don't know if Deckard's a replicant or not yet. I'm holding on. So anyway, this is what some people think machine learning is. They think that machine learning is on fast track to singularity, and the machines are going to take over, and it may even be the end of humanity. This is what some others think that machine learning is. It's a bunch of data. You put it all together. You stir it up a little bit. You hope that something good comes out of it. But they think it's a bunch of charades. There's no value to it. Well, this is what we think about machine learning at Google. It is embedded into every one of our products, and it is very real, and it's very much in use. And so what is machine learning? Now, the idea of artificial intelligence is not new. It's been around since the early days of computing, and it's captivated computer scientists since the early 1980s. This idea of, you don't have to tell the computer that everything it needs to know up front, but being able to build these machines that know how to learn. And they know how to make observations and do inferences based on these observations has been a field of computer science for a long time. Now, the field of deep learning, in particular, is a field of underfield of machine learning, and it's got a lot of general use in computer science. So it's a field that we at Google look at very closely. So, and this is how it works. Think about how you learned your very first language. You didn't sit there with a grammar book and a dictionary. Right? You sat there with your parents and your surroundings, and you called the computer a computer. You got a thumbs up. If you called it a book, they said, no, it's a computer. So this idea of examples and repeated practice and learning is the same idea in machine learning as well. So in machine learning, we expose a system to many, many, many examples, and those examples are what teaches the machine. All right. So okay, who here has played Atari Breakout? Any early Atari Breakout players? Okay, there's a few. All right, so here is one where we taught a neural network to play Atari Breakout. After 10 minutes of training, it's pretty much random luck. The paddle is moving, it's trying to hit it, but it's a hit or miss. Now this is what happened after 2 hours of play. Now it's gotten pretty good. It's not missing anything. It's almost an expert. Now watch this. Watch this. This is what happens after 4 hours. Do you see, the expert players will know the way to win in this game is you drill a little tunnel through the side and you try to trap the ball there, and that's how you get the extra points. So not only is the computer learning, but it is now building strategy. And it's doing this phenomenally fast, After 4 hours, a human being couldn't get this fast, but obviously the machine is there. All right, so why now? Why are we talking about machine learning today? Why is it becoming such a hype? Well, a successful machine learning has 3 things that it needs. It needs a good model and powerful tools. It needs lots of data and good quality data.
and it needs lots of computational power. Now, the models we've had them for a while. So the last two is now what we're able to do. Because now things like cloud is able to give us massive amounts of storage and cost-effective computational power. So we're able to do pretty interesting things. So let's look at how we at Google have been using machine learning. So let's look at some examples. All right. So this is from our source code repository. These are the machine learning models that we have today. Now, if you look at 2012, it's very little, very few. Now, you look at today, that's an exponential curve that you're looking at. The growth is massive in the way we internally are making use of machine learning. All right. Who here has used Smart Reply? Any users of Smart Reply? All right. So if you haven't, check it out, because it's going to save you a lot of time. Now, we rolled this out in, the first time we did it as an April Fool's Day joke. We thought it was never going to happen, at least not in the short term. But then we actually made it a product in 2015. And today, 10% of all email replies come from this. This basically says, here are some sample replies that you can send, and all you have to do is hit send. The machine guesses from the context. Google Photos. So recently, my family was on a vacation. We went to the beach, and my mom asked for some photos, and we had hundreds. I think we had like 400 or 500 pictures in there, and I was looking for the one to send to my mom. So I said Southampton, beach, waves, Evan and Ryan, the names of my boys, and I was able to get the photo instantly without having to go through all those photos. Machine learning was able to help me do that, and we have a very happy grandmother at the end. And our data centers. So we pay a lot of attention to the power usage of our data centers. It's very important to us. And it's not just because of the cost, it's also because of the environment. Now, in our data centers, we built a lot of ways to build super efficient hardware. We also looked at efficient ways to cool our data centers in some crazy ways. And we invested heavily in green energy, because we want to be 100% powered by renewable energy by the end of this year. Now, the real interesting thing we did is we sent our DeepMind engineers to look at our data centers. We've been collecting a lot of data from our data centers. Now, the complication with them is obviously the way the equipment works and the environmental factors work, and how everything is. It's not a linear system. So it's very hard to maximize it looking at the traditional ways of heuristic modeling. So by doing that, looking at things like sensors from server racks, chillers and cooling towers and temperatures and pump speeds and weather, all sorts of factors, and I think we looked at maybe 120 of them, we were able to bring down our costs, cooling costs, by 40%. We did that, and then we didn't believe it. We said, wait a minute, that sounds a little too good to be true. So when we did it, it just jumped down by 40%. So we said, could this be really true? And we flipped it off, and it went right back up. So then we knew it was for real. It actually worked. All right, AlphaGo. I think many people in this room are familiar with AlphaGo, so I'm not going to go too much into it, but I do want to make one point. I think if you remember when IBM's Deep Blue beat Kasparov, that was a big deal. That was a game of chess that was very hard to model prior. But if you look at the complexity of a game like chess and AlphaGo and make a comparison, the number of possible moves in a chess game is equal to the number of atoms in a human body. The number of possible moves in AlphaGo is equal to the number of atoms in the universe. So it's a problem that you can't just solve by brute computational power. It's just not possible. Well, maybe we get quantum computers and then it will be possible. But today, it's not possible. So to do this, AlphaGo had to build intuition. Remember we looked at the Atari breakout game, and that was about building strategy. In AlphaGo, it was about building intuition. And I think that's the thing I think that's very impressive about what our researchers were able to do with AlphaGo. All right. So
my mother, the same mother that I spent the pictures to, she's a diabetic, and she's been diabetic for a very long time. And there is about 400 million people today in the world that are at risk of going blind. They're at risk of going blind because of a very, very simple illness. And you really need two things to treat this. You need the retinal scan of the eye, and you need a very, very highly trained specialist to be able to look at that retinal scan to make the diagnosis. And then the treatment's super easy. Now, of course, the problem is in many, many parts of the world, like Africa or in India, and even like, part of the United States and I think Europe, we do not have those highly trained specialists. So our researchers in the Google Brain team worked with physicians, and what they were able to do is apply machine learning to this particular eye disease, where the machine today can diagnose this image at least as good as highly trained physicians. And I'm very thankful to that, for personal matters, but also for humanity. All right, so take a look at this. So this is not me running, although I do sometimes run like that, but this is a humanoid. This is a humanoid figure that was trained by our DeepMind people. And what they've done is they didn't tell the humanoids, the virtual characters, how to walk or how to make progress. They didn't teach them anything. All they did was they gave them virtual sensors. That meant that they would know if they were upward or not, were they standing up, or were they making forward progress. So the only thing they were told to do was to keep going forward. So everything here, like the jumping, the limboing, the leaping, it was everything that the computer devised itself as a way to get from A to B. And the rest of it, the machine did itself. All right, so if this was 2014 and I was standing up here and I asked all of you to take your cell phones out, and if everybody in the world did the same thing and we talked to our assistants for about 3 minutes, we would have completely crashed Google. We would have completely depleted all the processing power. Now, we were doing some of these really cool things, but we were using a lot of processing power. So we decided to build our own machine learning hardware. So we built these things called TensorFlow Processing Units, TPUs. Now there's two very interesting properties of neural nets and learning algorithms. Property number one is they don't need as much precision in the math. We don't need to keep the nth digit in our mathematical calculations. The other thing is we only need a handful of operations that we really need to do really fast, and we don't need the genericness, the generality of the general purpose computers. So by using those two properties, we built these chips which now allow us to accelerate neural network computations by an order of magnitude. And these are available today to use in Google Cloud platforms. All right, so it's not just Google doing pretty amazing things today. Our clients that are using Google are also doing some really interesting things. So let's take a look at a few of them. All right. Any parents here? Any parents? Anyone with babies? Or remember what babies were like? All right. Kewpie is a Japanese food producer, and they make baby food. And remember when our babies were young, we were very nervous about what they were eating. So when Kewpie is making baby food, every now and then you get this discolored pieces of potatoes. And they're perfectly fine to consume, but if you're a nervous parent, with your first baby in your arms, you don't want that in your baby's food. So what Kewpie was allowed to do is they used Google's machine learning algorithms to train, and they used about 18,000 photos as input to this process to automatically identify and get rid of the discolored pieces of potatoes in the baby food to have more happier and more content parents.
All right, Ocado. Anyone familiar with Ocado? They are a UK online grocer, and they have about 500,000 active customers. They're the world's largest online-only grocery store. Because they only operate in the online space, there's only two ways that they interact with their clients. It's their ordering system, where you go and make your grocery shopping, and it's their call center. Right? Those are the only ways. They don't have a human-to-human interaction. So it's super important for them to be able to make the most of this human-computer interaction, so their clients can call them, tweet them, or email them. So Ocado uses the Google Cloud Platform and our machine learning products to basically prioritize and segment all these incoming requests so that the urgent request, something that has to do with the quality of your immediate delivery, gets answered first, rather than someone just sending an email to thank them for their service, which they get an email back too, but it's not as immediate. So using machine learning to understand context and what's happening in these emails and tweets and calls to be able to serve their customers better. Marine sanctuaries. All over the world, marine sanctuaries are at risk today due to illegal fishing. Global Fishing Watch aims to combat this. Now, one of the problems, though, they get about 400 billion location messages. They get all these GPS messages that tells them where the fishing vessels are, which is great. Like, you can know where all the fishing vessels are. The problem is, looking at this, you can't tell if this is just a vehicle passing by or somebody doing illegal fishing. It's hard to do. So it turns out that you can tell them apart by their moving patterns. You can see here the trawlers has a very different way of moving than long lines. So by looking at not just the GPS signals, but how they move as they traverse, they can help really tell them apart. So what they were able to do by looking at these patterns, they helped the government of Kiribati. The government of Kiribati is this tiny little island. They helped them to get fines from illegal fishers to the tune of $2.2 million. To us, maybe that's not a big money, but that's about 1% of their entire GDP. So this was pretty impressive what they were able to do. All right, the Cardis Labs. One of the things that they do is satellite image processing. Now, this year what they were able to do was, looking at satellite images, they predicted US corn production. And they did that with 1.9% accuracy compared to the USDA's final report. What's really impressive is they did this 5 months before the actual report came out. 5 months. That's the advantage that they were able to have. They didn't have to wait for the public report. They looked at the satellite images and they did it for themselves, and pretty accurately. All right, so machine learning is very real, and it is making a very real impact across all the industries. Anyone here from manufacturing? Manufacturing? Are you guys using machine learning? All right, so this is what your competitors are doing. They're doing predictive maintenance. They're doing demand forecasting. Anyone from retail? Any retailers here? There you go. Are you using machine learning? All right, let's see what they're doing. Inventory planning? Recommendation engines? Anyone using machine learning here in their businesses? You're using it. What industry are you from? Telecommunications. That's not even on the list. Well done. Anyone else representing other industries? Media. Of course, media. You guys are way ahead of everyone anyway. Anyone else? Anyone else doing representative? Financials. Thank you. Any one of these on this list? Risk management. I used to do risk management. Perfect. Yeah, so it's across everything. It's across everything, across every industry that we're seeing it. And this is a list taken from our clients that are doing this on our platforms. Okay, so how can you get started with this? How can you get started with this? Now, everything that we have,
And everything that our client does is underneath it all is powered by TensorFlow. TensorFlow is our machine learning algorithm. It was originally developed by our Google Brain team. And in 2015, we open sourced it. We open sourced it under the Apache license. And there's a couple ways that you can use TensorFlow yourself. One, you can use the fully trained models. I think you've seen some examples of these on this keynote this morning, like our Video Intelligence API and Vision API. And there's absolutely no learning required. You can use these out of the box. The other way that you can use it is either by using TensorFlow machine learning libraries, and you can use these because they're open source. You can use them on-prem, you can use it on a laptop, you can use it anywhere. Or you can use our Cloud Machine Learning Engine, which is our fully managed platform, where you can attach interesting things like TPUs, like GPUs, hardware accelerators, and because it's fully managed, you don't really have to worry about installations and cores. It scales on its own to be able to do this. Yeah, so machine learning is not a hype. It's not a hype. It is, it looks like there's a lot of hype, but it is very real. And it is very real for us at Google, and I think it is very real for our customers that are doing some amazing things on our platforms. So we would love to hear more from you and hear more from your examples, and we would love to take you on this journey to machine learning as well. Thank you. I don't know. Thank you very much, Ulko. And we're going to continue in English now, another session. Afterward, it's French. Okay. So I have the pleasure to welcome on stage David Roldan. David is leading our relationship with the startup ecosystem. And he's going to talk to us about how to innovate like a startup. So David, welcome on stage. Thank you, Gregoire. Hi, everyone. Great to be here today. So as Gregoire mentioned, I lead all our startup and investor engagement across all of Europe for the cloud organization. So what does that mean? It means that I also run our startup program. So we use that as a mechanism to help companies to accelerate and scale and grow. And we're always looking for different trends. What works, what doesn't? What do the most successful people that are building what's next do? What are the commonalities? So today we'll talk about some of those themes, because the reality is a lot of those themes and a lot of the underlying principles can be used across virtually any industry, any size of company, large or small. So we'll talk about that. So first, I wanted to start with just a concept, right? So we'll talk, for instance, lean methodology, widely known, widely used, but many startups are often taught to be able to follow some sort of methodology for the purpose of making sure they have a good, strong feedback loop, for the purpose of trying to make sure that they understand what their customers are saying, and ultimately, how do you iterate and be able to get features out there quicker? A lot of it is simply based upon the fact that you have a limited amount of resources, time, money, people. So that means that you got to be smart in how you operate. The reality is most of us fall into this. And it doesn't matter what size company you are. The hard part is being able to come up for air and be able to understand what is it that our customers are saying. And then how do we prioritize what they're saying that's going to yield us the greatest value on the other side? So a lot of that is trying to figure out how do we steer away from this, right? How do we make sure that we're operating as efficiently as possible? Because what we don't want is for this to happen. And I always love this picture because the symbolism, it just means so much. From a startup perspective, it's, hey, are we effectively managing burn rate? From a large organization, maybe it's multi-million-dollar budget, but it doesn't make it any better if it's been put to waste and nothing meaningful was achieved. So this starts to have a shift in how people are thinking and the considerations that they make. From, hey, let's try and achieve the holy grail of continuous integration, continuous delivery, because we want to be able to iterate as quickly as possible, get those features out there to delight customers. So that in itself is easier said than done. Many of us feel like this, certainly mind of an entrepreneur.
many can say the barrier of entry to start something new has never been easier, certainly with cloud. But then the reality is kind of going from that first $1 million revenue to 10 million to 100 million, et cetera, has never been harder. And many of you that work and operate in organizations that have been around for a very long time, that can be a challenging thing. There's a lot more data inputs, a lot more considerations that need to be taken into account for. So a lot of that can be kind of synonymous with noise, right? But the reality is all the talk about machine learning and AI, it's wonderful, and Urku is correct. It's not a fad. It's something that's built to last and will be around. But none of it means anything without data. Data trumps all. And if you think about most of the work people do when it comes to, say, machine learning, probably about 90% of that work is about pre-processing, data cleansing, and only probably about 10% in actually trying to get those insights. So, you start to see a trend of people that ultimately are trying to figure out how do we solve for a lot of these challenges, and they will apply things like machine learning to be able to make sense of it all. Because the reality is, there's a talent war that exists out there in trying to find people that can help you be more agile. And that's where you start seeing a lot more of kind of human resources related startups being born, because it's hard to find talent. Where do these people exist? If you consider that when I last looked, there's about 21 million professional coders in the world. How many of those are deep learning engineers? There's a lot less of those, right? And then you start to have a lot of this philosophical type of conversations of who do we want to be as an organization? What type of culture do we want to kind of have and instill? Most companies have been very centralized in how they group and operate, but now trying to figure out how do we inject AI into some of our products because we think it'll massively improve how people operate and delight customers. Now you start thinking about, well, let's hire people wherever they are. So all of a sudden it becomes, well, are we a fragmented organization, or it's just simply we're becoming a bit more decentralized? So new conversations being had. And startups across the globe are faced with this, especially because they're always faced with limited resources. So they are trying to find the best. And then it's also, how do you retain the talent? And for many of us, that can be just as hard as finding someone, if not harder. As I say, good people are hard to find. So then you start seeing new type of companies being born, like Peakon, who's a Danish startup company. Ultimately, they try and synthesize all the kind of data input of what are our employees telling us, and then trying to make use of that data so employees can figure out how do we take the proper action and what's going to yield us the greatest result. Then beyond that, there's also revenue and users, right? I mean, many of us, that's why we're here. It's trying to figure out how do we acquire more people? How do we continue to grow? And it's no different for any type of customer. But internally, we often talk about the next billion users. What does that mean? How do you find them? How do you attract them? And really, that kind of is synonymous with the last point, which is data. Data is the de facto king. It's the currency that matters most because it's how you're going to get the greatest amount of insights. And that's where you see a lot of people gravitating more towards trying to understand their data pipelines and the analytics pieces to be able to kind of make sense of it all. In the past, I suppose you could say, certainly when I guess the internet first kind of came of age, that it was much easier to try and understand what is it that we need to know about our customers. Now, I think you can argue that it's never been more complex because now we want to know everything because it is about data. And making one change here or a slight variable could have a much larger impact than we would otherwise have known. So now it's much more about how do we make sense of it. But this is where you start to see a lot of that shift going into, okay, we want to get into predictive analytics or predictive behavior. And that's where we start getting into machine learning. And with that, though, I do caution people because it's very easy to say, hey, we're going to go down that rabbit hole and we are going to build a machine learning capable team. We're going to hire a bunch of data science engineers. But one of the
kind of biggest fallacies, or I guess one of the biggest mistakes I often see people do, is they didn't understand the use case. Because more often than not, the use case for people that want to do machine learning, there's something that they could use that's off the shelf, pre-trained API. So there's been a lot of talk about it today between the keynote and whatnot, but certainly natural language, OCR, Vision API, speech to text, et cetera. A lot of those are being leveraged and utilized. Now, that said, every now and then we hit a fork in the road where it actually makes sense to go and build your own models. But I do urge you to make sure that you understand that use case, because there are things that you can use. Great, that way you don't have to incur a lot of technical debt. But if you do have to go out and embark on building your own, then the top two questions we always get, certainly I always get from startups and investors, is how do we get access to data sets? And how do we hire these people? Where do we find them? So there's many ways to go about it. Kaggle is a wonderful way to be able to try and solve for those things. In the interest of transparency, Google did acquire Kaggle in March this year. But I think what the magic of Kaggle is that it's effectively a data science marketplace. And people will post competitions there. And I always tell people, well, if you're looking to hire, then post a competition. The people that can solve the problem, the challenge, go hire them. The other people that are just kind of talking about it, they're probably full of it, and don't hire them. And then routinely, Kaggle and people that contribute to that marketplace are posting new data sets virtually every day. And I think now with Google acquiring them, we're going to be pushing even more there. So Dr. Fei-Fei Li, who heads up kind of all machine learning within Google Cloud, quite often she's always talking about the democratization of AI. She's a firm believer in that. And I think that's a very important thing. And I think that's why you'll start to continue to see us go down that path. And I think that's a good natural segue to what is yet another trend that you see a lot of startups using, but how does that relate to the greater population? Well, a lot of that is open source technologies. Now more than ever, people are building from the ground up using open source. And there's a variety of reasons for that. Some of it just from a pure ability to maintain costs more effectively, but then an even bigger emphasis is largely on the speed to innovation, the power of the community. So when I think about, say, Kubernetes, I think the latest release, 1.8, came out a few weeks ago. But when I think about the 1.7 release, I think it was only a few months prior to that. So there's something to be said about the power of the community and that acceleration. And the top two open source projects on GitHub are Kubernetes and TensorFlow, both Google projects. I don't know that we necessarily intended or thought that it would end up that way, but it has. And there's not a day that goes by where I'm not talking to a startup or an investor that isn't trying to better understand how they can leverage those to keep smaller teams, but be able to scale infinitely. And then a third open source project up there, Apache Beam. So I won't go through a massive amount of history, but what I will say is, if you think of the first MapReduce papers that Google wrote, released into the wild, someone took an interpretation of that and created Hadoop. And then we released more papers, and then Spark was born. So Hadoop for batch processing, Spark for stream. So Apache Beam effectively is combining that. And the hosted Google Cloud version is Dataflow. And I always say the magic of it is you can do both batch and stream in real time. Amazing. But one of the trends that we do see amongst a lot of startups is they're using Dataflow to continuously keep models fed. And that's a very powerful thing. So those of you that aren't familiar, it might be a consideration. So now, from here on out, I wanted to focus on a few use cases of startups that they were born purely out of using machine learning. So Nyrus is a startup, and they are using OCR, so Vision API. And effectively, as you can see, they'll be able to take pictures and be able to have that be categorized with some of the partners that they work with, so large brand retailers like Target. They even work with Daimler Chrysler to be able to take pictures of their entire fleet of trucks to be able to understand
which ones are in good condition, which ones are in need of repair. So that's a great example of being able to leverage Vision API, but then also for some things that they might take pictures of, like labels and brands, then being able to use the NLP API, natural language processing, to be able to understand blocks of text of what are our customers saying about us, and then how do we use that to be able to iterate. Another one is a more traditional industry. So farming. So in this case, this is a Japanese cucumber farm. And you can think of it in terms of, it's been a family business for ages. And son goes off to university and prodigal son returns. And his parents have always taught him there's nothing more important than quality. But it was a laborious manual process. And everything had to be done by hand to sort out which ones are good cucumbers, which ones are not. And what he did is he got a Raspberry Pi, hooked up a camera to it, download a TensorFlow model locally to the device, and 7,000 pictures later, voila. So pretty cool. And then the last one I wanted to share with you is a company called Ravlin. So they are effectively helping to solve for credit card fraud detection. So it's very cool in how they're using machine learning to do that. So I'm going to play a video for you. In addition to using machine learning to catch fraudsters, we use something called network graph analysis. And on screen, you'll see a really simple network. It consists of a single person and a single credit card. Now, don't be fooled by that cute smiling face. That's actually a fraudster, and it's a stolen credit card. And if there was another fraudster who used the same card, you'd see them all linked together as well. So this is just a more complex version of what you saw previously, just with many more cards and many more fraudsters all linked together. And I think it looks pretty beautiful. And what you're looking at here is an organized crime ring. In this particular case, we worked with the police, and we gathered enough evidence, and we were able to put a stop to the entire network. And we're particularly proud of this, because it's a great feeling knowing that the technology we built helped put a stop to professional criminals. And this was the height of our achievement until we came across this network. Internally, we call this the Death Star. There are tens of thousands of nodes. And the most awesome thing about networks of this size is that when our machine learning model catches a single fraudster, because they're all connected in a network, we can put a stop to thousands of accounts instantly. So wonderful work Lenny and the team at Ravlin are doing. But this hopefully should give you a semblance of a very real-world problem, fraud, that exists out there. And obviously, it's wonderful to see the kind of social impact that they have, but using world-class technology to be able to achieve that. So I always provide a bit of guidance because there is this kind of pent-up kind of demand and talk about AI and machine learning. And the reality is we need to start thinking about it in terms of it's not its own category. The truth is that it's going to be a fabric of every company that exists going forward. Now, some companies, it might be very core to what they do. Others, it just might be an ancillary piece that they add in because it might be able to somehow move the needle in how they're able to delight customers. But I do urge everyone to consider that they do it for the right reasons, whether it's because want to change humanity, want to be
world-beating company and create a new category or become a category leader. And certainly from a startup perspective, I always say, don't do it because you want to raise some crazy valuation or for an acqui-hire, because ultimately you'll be setting yourself up for failure. But do it for the right reasons, because it's very easy to get caught up in this buzzword bingo and all the nonsense that comes with it. Yeah, I mean, as I said, it will exist and it will be a part of businesses going forward. But it's very important to take into consideration about, everything today is about speed and it's about velocity. And I love that word of velocity because velocity encompasses two main things, speed and direction. So it's ultimately trying to make sure that you understand where you're going and you're doing it at the right speed. But the ability to do that is going to be about the underlying technology that you use and always keeping the customer at the forefront of what you're going to do. So I'll leave you with that, and I appreciate your time. Thank you. Thank you very much, David. Super useful. Thanks. Alors, on va repasser en français. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Passemard, qui est notre PM Cloud IoT, et qui va vous expliquer tout ce qu'on fait autour de l'IoT, évidemment extrêmement important et critique pour pas mal d'entreprises. Il y a un peu de départ, donc si vous voulez vous rapprocher pour ceux qui sont un peu plus à l'arrière, n'hésitez pas. Voilà. Bienvenue Anthony, et je te remercie d'avance. Merci. Effectivement, on va repasser en français, c'est, je pense, plaisant pour certains d'entre vous. Ça fait 10 ans que j'habite dans la Silicon Valley, donc j'ai quelques anglicismes quand même qui reviennent de temps en temps. Mais bon, je vais essayer de rester le plus proche du bon français. Donc oui, donc, je m'appelle Anthony Passemard, je dirige les équipes produits IoT chez Google, et puis aussi un autre produit qui s'appelle PubSub. Je suis chez Google depuis à peu près 8 mois, donc c'est assez récent. Je suis dans l'IoT et le cloud depuis à peu près 4 ans. Chez différents acteurs du cloud et aujourd'hui chez Google, ce qui est très excitant pour moi. Google n'est pas nouveau dans l'IoT. Évidemment, Google a énormément d'expérience, a créé plutôt des produits côté consommateur. Vous en avez sur les chaises ici. On a le Google Home, Android, Chromecast, les voitures connectées, Nest, le Google Glass qui revient aujourd'hui dans l'entreprise. Toute cette expérience, elle s'est faite à des échelles assez énormes. Google Home, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Les Android Phones, je crois qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas s'il n'y a pas 100 millions ou plus de téléphones qui sont sur le marché. Donc c'est vraiment des très très grosses échelles. Et cette expérience, ça nous a permis d'explorer un peu ce qui se fait, ce qu'on peut faire et à quelles échelles on peut les faire dans le domaine de l'IoT. Et donc notre objectif, c'était d'amener une plateforme à nos clients qui permettent aux objets non seulement de devenir intelligents, mais d'avoir surtout des objets qui évoluent dans le temps et qui apprennent. Donc c'est vraiment notre objectif au niveau IoT. Nous avons déjà pas mal de clients qui font de l'IoT sur Google. Certains se sont même lancés sur notre nouvelle plateforme dont je vais parler un peu plus tard dans la présentation. D'autres sont déjà présents depuis longtemps. Nest, on en a parlé. Les Philips Hue, là, les lampes connectées de Philips sont aussi sur Google. Quelques-uns qui sont intéressants ici. On a la société Xi, qui est une société française, qui fait des boîtiers qui se mettent dans les voitures et qui relèvent les charges de la batterie de la voiture. Et plus, font aussi de la détection de crevaisons lentes. Et donc, Xi relève ces données et utilise un algorithme, un modèle de machine learning qui a été créé par TellMePlus, qui est aussi une autre société française, qui est basée à Montpellier, et qui fait le training de ces algorithmes sur Google Cloud, mais ensuite applique ces algorithmes, ces modèles sur des devices, sur des objets connectés ou pas d'ailleurs, pour une exploitation plus directe et plus près du problème. Donc Xi utilise les algorithmes de TellMePlus et peut prévenir comme ça les pannes de batterie de voiture. C'est quelque chose, ça vous est certainement déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous arrivez le matin, vous mettez le contact. Il n'y a pas de batterie. Alors souvent, c'est parce que vous avez laissé la lampe ou les enfants l'ont laissé. Mais parfois, c'est juste parce que la batterie est trop vieille et qu'elle ne marche plus. Et on aurait bien aimé le savoir avant d'aller à notre rendez-vous. On était déjà en retard. Donc c'est ce qu'ils font. Ils travaillent avec Midas en particulier, qui peut relever ces informations et fournir ce service-là à leurs clients. Donc là, on voit déjà 3 acteurs, Midas, Xi, TellMePlus, Google. Ça commence à faire assez sympa. Mais on travaille beaucoup avec des partenaires.
On a Smart Parking et EnergyWorks, qui sont deux sociétés qui utilisent notre nouvelle plateforme qu'on vient de lancer. Smart Parking, ils ont des boîtiers qui se mettent sur les places de parking en Nouvelle-Zélande et qui détectent la présence de voitures ou pas, hein, tout simplement pour dire si une place est libre. Et ça permet ensuite d'avoir une application mobile pour les utilisateurs, savoir où est-ce qu'ils peuvent se garer, est-ce que c'est intense, etc. Ils peuvent aussi faire de l'adaptation de tarifs en fonction du flux. S'il y a un match de rugby en Nouvelle-Zélande, peut-être qu'ils vont augmenter les tarifs pour éviter que les gens prennent trop la voiture et prennent plutôt les transports. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire de l'adaptation dynamique de tarifs de parking. Et ils ont la même technologie qu'ils ont sur leurs sensors qui vont dans les parkings. Ils commencent à déployer ça pour des smart cities, pour d'autres use cases. Donc ça, c'est un des clients qui nous utilise depuis la bêta privée de notre nouveau produit. Donc on est très content de travailler avec eux. EnergyWorks, qui travaille avec des fournisseurs d'électricité. Ils sont en Hollande. Et eux, en fait, ils récupèrent les données d'électricité des smart meters et puis de la grille et corrigent en fait toutes les erreurs, les trous dans les données. Souvent, il manque des données. Ce n'est pas des données très, très propres qui arrivent. Il manque des données. Il y a des outliers. Il y a des chiffres qui sont très bizarres. Et donc, ils lissent un peu tout ça avec du machine learning et ils fournissent des informations très, très propres et complètes aux fournisseurs d'énergie pour qu'ils puissent faire des prédictions de demande, des prédictions de charge sur le réseau. Donc, c'est une société très, très intéressante. Pas très, très grosse encore, mais qui marche super. J'ai quelques exemples de clients qui utilisent la plateforme. Et au travers de tous ces clients à qui on discute, on remarque qu'il y a toujours 3 éléments qui reviennent en permanence. Le premier, c'est la sécurité. La sécurité, c'est un point extrêmement important dans l'IoT puisque c'est un des obstacles majeurs de l'adoption de l'IoT aujourd'hui. Et il y a 3 éléments dans la sécurité. Il y a comment éviter que les objets se fassent hacker, comme il y a eu avec Mirai et les caméras de surveillance en Asie. Il y a l'authentification des objets, comme on est sûr que c'est un objet qui est le nôtre ou qui est bien celui qui devrait se connecter, que ce n'est pas une copie. Et la troisième, c'est l'encryption des données, évidemment, qui partent des objets. Surtout dans les 2 derniers, enfin surtout dans l'encryption, en fait, il y a toujours des contraintes de performance, de puissance de calcul, d'objets qui marchent sur batterie, etc. Donc c'est des sujets assez importants et qui rajoutent de la friction dans le déploiement d'IoT. Donc la sécurité, c'est un domaine très important sur lequel on se penche beaucoup. La deuxième, c'est, je ne savais pas traduire scale, je n'arrive pas à trouver le mot, c'est la mise à l'échelle, je ne sais pas. C'est comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que vous ayez une dizaine ou une centaine d'objets, ou que vous ayez 10 millions d'objets ou 30 millions d'objets, vous n'ayez pas à vous en occuper. Donc ça, c'est un gros message, si vous avez suivi un peu les keynotes aujourd'hui. Le gros message de Google, c'est de dire, on s'occupe de tout, ne vous occupez pas de ça, on sait faire ça très bien. Google fait ça depuis longtemps sur beaucoup d'applications. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on est assez fort. Et le troisième point, c'est qu'on ne fait pas de l'IoT pour brancher des objets, ça n'a pas trop d'intérêt. On fait de l'IoT parce qu'on veut tirer de la valeur de ce que les sensors peuvent récupérer, de ce que font ces objets, et surtout pouvoir changer votre business, l'améliorer, être plus concurrentiel, être plus rapide, pouvoir prendre de meilleures décisions, des décisions plus informées. Donc avec ces trois piliers, on a annoncé en mai de cette année un nouveau produit qui est le premier service d'une suite IoT qui s'appelle Cloud IoT Core et qu'on considère comme la porte d'entrée des objets connectés à la plateforme IoT. Jusqu'à ce que Cloud IoT Core soit annoncé, et il a été lancé au fait fin septembre, jusqu'à ce qu'il soit annoncé et lancé, il n'y avait pas de service managé pour injecter de la donnée d'objets connectés dans Google. Vous étiez obligé d'utiliser soit des machines virtuelles, soit vos propres machines, vos propres déploiements. Donc c'est le premier d'une série. On l'a fait d'une manière connectée au reste de la plateforme, et ça va être un peu notre plateforme IoT qui va s'appeler Cloud IoT, qui prend en compte non seulement les portes d'entrée, la gestion des objets, mais aussi toute l'interaction de ces flux avec les autres services de Google, en particulier PubSub, Dataflow, CloudFunction, et puis un peu les bases de données, le stockage, et puis la visualisation et la manipulation de données après coup. Donc on va se plonger un petit peu plus dans Cloud IoT Core. Cloud IoT Core est, comme je l'ai dit, un service 100% managé. Donc là, il n'y a vraiment aucun déploiement à faire, il n'y a aucune installation,
Il n'y a pas besoin de dire quelle taille de cluster vous avez, combien de devices vous pensez avoir, quelles vont être les charges, etc. C'est entièrement géré pour vous quand vous vous connectez sur votre plateforme, votre console Google Cloud. C'est quelque chose qui arrive, qui est sur la liste des menus en bas à gauche. Vous cliquez dessus et c'est bon. Vous pouvez connecter un objet, vous pouvez connecter 10 millions d'objets. Il n'y a absolument rien à changer. C'est exactement la même chose. On va s'occuper de la charge montante et descendante en fonction de ce que vous utilisez. On supporte aujourd'hui 2 protocoles, le MQTT et l'HTTP. Le MQTT, c'est, je dirais, de mon expérience, à peu près 70-80% du trafic machine industrielle. C'est un protocole qui est très très bien fait pour les machines, puisque c'est un protocole très léger, ne prend pas beaucoup de batterie, ne prend pas beaucoup de puissance, et qui est très bien fait pour avoir une connexion permanente avec le cloud sans utiliser de ressources. Donc un peu mieux, beaucoup mieux que l'HTTP en fait. Mais quand on parle d'une gateway, quand on parle d'un téléphone ou des objets un peu plus gros, une télé, un four, souvent il y a de l'HTTP dedans. Donc bon, on supporte les deux, et on va rajouter à terme d'autres protocoles. On parle de OPC, on parle de UDP, etc., qui vont être ajoutés à la plateforme dans le temps. On a, au niveau sécurité, travaillé sur l'authentification des objets. Donc, une chose importante à se rappeler pour la plateforme IoT Core, c'est qu'elle impose une utilisation de certificats numériques et de clés publiques, clés privées pour l'authentification des objets. On vous permet d'utiliser vos propres certificats et on les valide même si vous nous donnez le certificat de votre autorité de certification. On peut la mettre dans votre compte, enfin vous la mettez dans votre compte IoT Core, et tout certificat présenté ou toute clé présentée devra avoir été validé par cette autorité de certificat. Donc on garantit que c'est vos certificats validés par votre autorité de certificat. Quand je dis certificat, les gens ils pensent toujours aïe 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 dans mon objet, les certificats, ma stack TLS, ça va être trop gros, ça tient pas, mes objets sont trop contraints, je pourrais jamais utiliser ça. Alors nous, on l'a fait d'une manière qui vous permet de le faire même sur des tout petits devices. En fait, notre stack tient dans 10 kg. Donc 10 kg, ça veut dire qu'en gros, elle n'a même pas besoin d'être dans le processeur principal de l'objet, elle pourrait être même dans le module de communication. Et d'ailleurs, on a un partenaire qui fait ça. Il a des modules de communication Wi-Fi avec la stack entière à l'intérieur. Donc il n'y a même plus besoin d'un processeur puissant. Vous pouvez mettre un processeur 8 bits, ça marchera quand même. Vous pourrez faire de l'encryption et de l'authentification grâce à la méthode qu'on utilise pour se connecter à IoT Core. Sans baisser la barre de niveau de sécurité et d'authentification. Comme je l'ai dit, la répartition de charge, le scaling, tout ça c'est pris en charge. 2 points importants de notre plateforme, comme IoT Core est créé sur le réseau de Google, qui est un réseau planétaire, IoT Core est planétaire nativement. C'est-à-dire que de base, vous pouvez connecter des objets de partout dans le monde. Vous utiliserez toujours le point d'accès Google le plus proche de l'objet. Si vous êtes en Australie, vous allez atteindre le point le plus proche, on appelle ça les GFI, les Google Front-End, le plus proche de l'objet en Australie. Et ensuite, vous êtes sur les fibres et le backbone Google pour aller au data center où doivent être les données, parce qu'on sait que vous voulez avoir vos données en Europe, en Belgique, ou au Japon, ou aux États-Unis. Mais vous utilisez le réseau, le backbone Google pour le faire, vous n'utilisez pas le réseau public Internet pour arriver jusque-là. D'abord, c'est plus rapide, c'est plus secure. Les Google Front-End, c'est ceux qui servent Search, YouTube, Ads, enfin tous les services Google. Maps, c'est les trucs qui ne tombent pas, ça. Ce sera toujours là. Donc normalement, vos devices, vos objets devraient pouvoir s'y connecter sans trop de problèmes. Le deuxième avantage de ça, c'est que l'objet n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'il se trouve. Il suffit qu'il se pointe sur mqtt.googleapi.com et il sera sur le point d'accès le plus proche. Donc ça simplifie beaucoup la configuration des objets, parce que quand vous pouvez les configurer et puis dire je l'envoie quelque part, je m'en fiche, je ne sais pas où il va être, c'est pas grave, il se connectera au point le plus près, ce sera toujours super rapide. Donc ça, c'est très intéressant. Et la consommation est aussi planétaire. Je suis passé un peu vite sur le schéma d'avant, mais toutes les données qui viennent de Cloud IoT Core sont mises dans PubSub. PubSub qui est beaucoup utilisé par quasiment tous les services de Google aujourd'hui. Et PubSub est global, ça veut dire que si vous avez une application aux États-Unis, une application en France, une application au Japon, elles n'ont pas forcément besoin de savoir où se trouve le device, ou sur quel PubSub, dans quelle région est la donnée. Elles vont se souscrire à un topic qui sera lié au registre d'objets qu'il doit gérer, et va récupérer la donnée, quel que soit l'endroit où la donnée a été postée. Donc ça simplifie énormément les applications et ça donne surtout des performances à échelle mondiale qui sont natives et qui font partie de ces produits et que vous n'avez absolument pas besoin de gérer. Donc ça c'est important. En plus, PubSub vous donne un stockage temporaire de 7 jours
si jamais vos back-end process sont un peu chargés, vous avez toujours ce buffer de 7 jours pour récupérer vos données. Ça, c'est assez important. Donc ça, c'est natif. Il y a une deuxième partie à IoT Core qui est le Device Manager. Donc là, c'est vraiment où vous allez déclarer vos objets, déclarer vos registres, déclarer tous les attributs de vos objets. Vous pouvez déclarer jusqu'à 500 attributs par objet. Et vous pouvez aussi communiquer avec l'objet. IoT Core n'est pas que de l'ingestion de données, c'est aussi comment on peut communiquer avec les objets. Donc on a une notion de représentation virtuelle de l'objet dans le cloud. Vous l'avez peut-être entendu sous le nom Digital Twin en anglais. Donc l'idée du Digital Twin, c'est qu'on a une réplication de l'état des objets dans le cloud. C'est-à-dire ma porte connectée est ouverte ou elle est fermée. Voilà, donc c'est un état. Donc la porte va dire au cloud, je suis ouvert. Voilà, très bien, je suis ouvert et j'ai même pas ma lock fermée. Donc on va avoir ça dans le cloud. Et si vous voulez que la porte se ferme, vous n'allez pas vous connecter directement à la porte. Parce que vous vous connectez directement à la porte, ça veut dire que la porte, elle a un point d'entrée. Et donc, si vous avez des millions de portes, vous avez des millions de points d'entrée sur votre réseau. Donc, vous ouvrez complètement la surface d'attaque de votre réseau à faire ça. Donc, ce qu'on fait, c'est que la porte est connectée au cloud. Et puis, la représentation virtuelle de cette porte, vous allez lui dire, moi, je veux qu'elle soit fermée. Et c'est ce service-là qui va communiquer avec la porte via une session qui a été établie par avance. Donc, d'abord, on passe au travers des firewalls, il n'y a pas de souci. Et tous les droits d'accès, la sécurité d'accès, le monitoring, tout ce qui est log, ça se fait au niveau du cloud et non plus au niveau de l'objet. Donc c'est beaucoup plus sécurisé. Et le deuxième intérêt de cette interaction par le cloud, c'est que si moi je suis développeur d'application, je développe une appli mobile pour fermer ou ouvrir ma porte, j'ai plus besoin de gérer dans mon application, est-ce que ma porte est accessible, est-ce qu'elle est branchée, est-ce qu'elle n'est pas branchée, dans quel état elle est, etc. Je vais juste m'interfacer avec la représentation virtuelle dans le cloud, et c'est cette représentation virtuelle, ce service, qui va gérer l'interaction avec le device, que le device soit en MQTT ou en HTTP. L'appli, elle s'en fiche, elle part dans l'HTTP avec le web ou avec le service. Donc ça simplifie énormément le développement d'applications. Donc c'est plus sécurisé, ça simplifie le développement d'applications, donc quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Quand on a conçu IoT Core, on a toujours fait en sorte qu'on ait une console, vous pouvez tout faire dans la console, avec la souris et le clavier, pas de souci. Vous avez toutes les fonctionnalités dans les API et vous avez toutes les fonctionnalités dans les command line si vous avez besoin. Donc on a vraiment fait en sorte qu'il y ait une parité de fonctionnalités. Si vous êtes à l'aise avec des API, très bien. Si vous êtes à l'aise avec la console, très bien. Ça, c'est aucun problème. Le produit a été lancé en public bêta, donc en septembre, très fin septembre, donc ça fait 3 semaines. On l'a lancé en même temps avec un gros réseau de partenaires. On a essayé de faire en sorte, comme je l'expliquais tout à l'heure avec Zit, Elmi+, etc., on a essayé de faire en sorte que si un client a besoin de mettre en place une solution de bout à bout, ces clients aient accès à un réseau de partenaires qui a déjà été mis en relation et qui a déjà fait le travail avant pour travailler avec Google et travailler avec vous. Donc on a 2 gros axes de partenariat. Il y a des partenariats au niveau matériel. On a Microchip, Marvell, Intel, NXP, Allwinner, c'est des Chinois, ça, Sotec, Realtek. Et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Action, très chinois. Donc tout cela, en fait, c'est des gens qui ont des boîtiers de développement, j'en ai quelques-uns comme ça, qui ont été créés, qui ont du code qui se connecte à IoT Core, qui ont de la documentation et qui ont été validés, comme quoi ils peuvent fonctionner. Donc quel que soit le partenaire que vous choisissez, si vous êtes en train de créer un nouvel objet connecté, généralement, on a la relation. C'est pas complètement exhaustif. Ça, c'est les kits qui existent aujourd'hui, mais on travaille aussi avec d'autres comme TI et Qualcomm, par exemple, qui ne sont pas sur cette liste. Donc là, on a un peu de tout. C'est pas nous qui vendons ces kits. On travaille avec chacun de ces partenaires pour que les kits soient validés au niveau des documentations, etc. et code, mais c'est pas Google qui vend ces kits. Vous pouvez les acheter sur Mouser, Adafruit, Seeds. Enfin, il y a plusieurs sites comme ça qui les vendent. C'est assez intéressant. L'autre catégorie de partenaires, c'est plus dans l'analytics IoT. Donc on a des gens comme Tell Me Plus dont je parlais, cette boîte qui fait du machine learning sur les objets. Nubo, c'est une boîte canadienne qui fait de l'analytics en particulier pour tous les fournisseurs d'objets. Ils appellent ça les OEM. Donc c'est par exemple, ils ont un client qui font des gros boilers industriels. Et ces boilers sont vendus à des clients, mais exploités par la société qui fabrique ces boilers. Donc, ils font la maintenance, etc. Donc, ils ont besoin d'avoir de la donnée en permanence. Donc, c'est typiquement ce genre de client avec qui ils travaillent aujourd'hui.
Lawson, ils ont un rules engine qui se plug sur PubSub, qui permet de faire un petit peu ce que fait Dataflow, mais avec drag and drop de modules. C'est super bien fait. Ça, c'est une mode que j'adore, moi, personnellement. Donc ça, c'est vraiment des gens plus dans l'analytics. Dans l'analytics, Mongoose, c'est un OS, c'est un RTOS qui peut tourner sur des toutes petites machines, comme les expressifs, là, des petits MCU. Pareil, c'est des partenaires où ça, nativement, ils ont la connectivité à IoT Core, il n'y a rien à gérer. Vous dites, je suis connecté à IoT Core, boum, ça génère les certificats, ça génère les clés, ça s'upload, ça se crée dans le cloud et c'est connecté. Donc ça, c'est assez fantastique. Il y en a un dont je vais passer un petit peu plus de temps, c'est Microchip. Microchip, ils ont été les gros leaders dans les processeurs 8 bits, donc vraiment les petits trucs qu'on trouve dans les machines à café sous les boutons, quoi, ces petits processeurs 8 bits. Et aujourd'hui, ils sont très forts dans le 32 bits. Et commencent à aller dans le 64 bits. Ils ont à peu près, je crois, 80 000 clients qui utilisent leurs produits. Ils sont vraiment partout. C'est assez impressionnant. Et pourquoi j'adore bosser avec eux, c'est que c'est les seuls à proposer une puce de cryptographie qui fait 3 mm par 3 mm, qui coûte moins de 50 centimes et qui a à l'intérieur, Microchip peut préprogrammer ces cryptos avec vos certificats et votre autorité de certificat et vos clés. Et ensuite, cette crypto, elle a toutes les API pour se connecter à IoT Core nativement. Donc on a travaillé avec eux pour ça, ce qui fait que dans n'importe quel design d'objet, aujourd'hui on recommande de mettre une crypto Microchip parce que ça rajoute très peu au BOM, mais ça simplifie énormément la mise en ligne de ces devices. Parce que quand la crypto est envoyée au fabricant en Chine qui va mettre tout ça dans le device, le fabricant en Chine n'a pas accès à vos certificats, ça c'est plutôt une bonne chose, parce que ça arrive fréquemment qu'ils copient un petit peu le certificat, puis vous vous retrouvez avec des objets qui se connectent chez vous qui ne sont pas les vôtres, donc ça, et vous ne savez pas que ce n'est pas les vôtres, donc ça c'est un peu un problème. Donc eux là, vous leur donnez un petit device et ils peuvent que le souder sur le boîtier final, donc ça c'est plutôt une bonne protection. Et deux, quand le boîtier va se démarrer pour la première fois, il aura déjà toutes les clés d'authentification, il aura déjà les algorithmes pour faire l'authentification et la crypto pour se connecter au cloud. En plus, l'accélération de la cryptographie par cette petite puce réduit énormément la consommation d'énergie. Donc quand je parlais tout à l'heure de la borne, du module Wi-Fi, qui peut avoir toute notre stack TLS et notre méthodologie d'identification, elle utilise cette crypto à l'intérieur. Donc vous avez un module Wi-Fi, un MCU, donc le processeur 8 bits qui coûte quelques centimes, et un sensor du type sensor de température, sensor de flow, sensor de courant, sensor de ce que vous voulez. Tout ça dans des boîtiers qui vont coûter peut-être moins de $3 au total, tout compris, avec une crypto direct to cloud. Donc ça, c'est vraiment un avantage concurrentiel. Donc on adore travailler avec eux parce qu'ils ont vraiment compris la difficulté de gérer des clés, la difficulté de mettre ces clés dans les devices et la difficulté de se connecter au cloud. Et ils ont complètement retiré toutes ces difficultés en disant vous mettez cette crypto, c'est un fil avec le processeur et terminé. Donc vous allez vous poser la question, combien ça coûte ? Je crois que je n'ai pas vu de gens parler de prix avant. C'est quand même important, surtout quand on a beaucoup de boîtiers. Donc on a essayé de faire ça très simple. L'idée, c'est qu'on ne veut pas vous facturer au nombre de boîtiers. Vous pouvez avoir 20 millions de devices déclarés dans IoT Core, ça ne vous coûte rien. On ne va facturer que par l'utilisation et donc en gros le volume de données qui sont transférées. Donc ça, c'est vraiment très très simple. C'est le volume de données. Donc on a un premier plan gratuit. Les premiers 250 mégas par mois sont gratuits. Donc ça vous permet de démarrer assez facilement avec quelques objets, puis de jouer un peu avec. Derrière, il y a PubSub. PubSub, c'est 10 gigas par mois gratuit, donc là, vous êtes plutôt tranquille. Ensuite, plus vous utilisez, plus les prix descendent. On passe de 4,5 $ par giga dans la première tranche à 45 centimes par giga quand vous avez des très très gros volumes de données. Comme je disais, ça vous donne l'authentification, la validation des certificats, la création des objets, la création des attributs, et puis aussi toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont sortir d'ici la fin de l'année et début de l'année prochaine sur la gestion des objets, la mise à jour de firmware, etc. etc. Donc là, c'est vraiment le début, mais en termes de tarifs, on a essayé d'être très compétitif. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, je pense que c'est le plus compétitif, si je ne me trompe pas. Et comme je viens de chez certains de nos amis, je sais que je ne me trompe pas. Donc voilà. Pour en savoir plus, on a à peu près tout mis en ligne. Alors,
On peut vous envoyer des présentations, mais ce n'est pas tellement plus complet que ce qu'il y a sur le site. Hein. C'est cloud.google.com/IoT. C'est assez simple. Il y a des codes samples, il y a un peu de tout. C'est assez facile. On essaie de rester simple. On est en train de créer beaucoup de contenu en termes de webinars et puis sur les kits aussi, pour que les gens puissent s'habituer à ça. On est nouveau sur le marché, donc évidemment, il faut qu'on se fasse connaître. Et on est en train de faire tout ça très vite. Mais la plateforme est disponible aujourd'hui. Elle est de votre compte Google. Donc si vous avez à connecter beaucoup d'objets et à récupérer ces données pour pouvoir faire tout le machine learning dont vous avez entendu parler toute la journée, faut commencer par connecter les devices. Voilà. Donc ça, c'est tout. Merci. Donc, je suis Bastien Legras, j'étais là déjà ce matin. Je vais vous parler aujourd'hui de cloud hybride. C'était intitulé encore sur l'écran fonctionnalités pour l'entreprise. Finalement, j'ai décidé de me concentrer sur l'infrastructure et l'infrastructure hybride. Donc, comme on le disait, comme j'ai déjà dit ce matin et comme je le redis maintenant et comme on le redira en conclusion, on parle beaucoup de big data et de machine learning. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est aussi un cloud parfait pour l'infrastructure. Pour le cloud hybride, pour le stockage, pour l'HPC. On a tout ce qu'il faut pour ça. On n'est plus derrière nos concurrents comme on l'était il y a peut-être 2 ans ou 3 ans. Et je vais essayer de vous convaincre à travers cette présentation. Donc voilà un échantillon de nos produits. Vous en avez ici, je pense, 80%. Et j'ai entouré ce que j'appelle l'infrastructure, donc le réseau, le compute, les bases de données. Il y a aussi la sécurité et l'identité qui est en fait transverse, je pense, aux 3 étages. Et je ne parlerai pas donc de big data et de machine learning. Et donc on l'a intitulé Google Hybrid Cloud. Si ça vient, hop, c'est bon. Je crois qu'il n'y a plus trop de batterie là. Alors, il y a plein de bonnes raisons d'aller sur le cloud. Je pense que si vous êtes là ici, c'est que vous êtes intéressé, vous avez peut-être des projets ou des questions, que ce soit pour optimiser les coûts, faire du big data, construire des nouvelles applications, faire des back-end d'applications mobiles, faire des microservices. Je pense que vous avez toutes et tous certaines raisons d'aller sur le cloud public. Et en fait, je ne sais pas où vous vous situez. Soit vous êtes encore sur un private cloud ou en data center, donc même pas cloud, donc en VM ou en bare metal. Soit, et vous voulez a priori, je l'espère en tout cas, aller sur la droite. Et la réalité, c'est que ça ne va pas se faire en 6 mois, quoi. Il y a peut-être les startups, les digital natives qui arrivent à aller vite, à faire des révolutions. C'est des décisions généralement d'ailleurs bottom-up. Mais pour vous, au grand compte, je pense, vous savez très bien que ça va prendre 10 ans, peut-être même plus. Et vous savez très bien que pendant longtemps, il y aura encore plein de choses on-premise qui n'auront pas les mêmes cycles d'innovation de ce qu'on peut faire dans le cloud. Et donc, vous allez vivre entre deux. Et c'est entre deux de 10 ans. C'est le focus de cette présentation. Donc, juste des codes, des analyses. RightScale dit que 85% des entreprises seront multi-cloud. Par multi-cloud, ils veulent dire il y aura peut-être du privé, il y aura peut-être du public, des publics. Certains, 9% disent tout dans le public, 5% tout dans le privé, 1% aucun plan. Et dans les 85% que vous avez là, 58% hybride, ça veut dire privé et public. Et d'autres hybrides au sens multi-cloud, donc que public ou plusieurs privés. Voilà leur vision des choses. Et Gartner prédit 90% hybride. Donc c'est le gros du marché. Okay. Et du coup, ça veut dire que les dépenses en data center vont diminuer de 55 à 45 milliards. Entre 2016, on démarrait l'année dernière jusqu'en 2020. Et qu'à l'inverse, le cloud public passe d'un marché de 23 milliards mondial à 68. Donc vous comprenez pourquoi je veux en parler, pourquoi on est là, pourquoi on fait des événements comme ça. Mais je suis persuadé que dans les 45 qu'il y a entre les deux, il y en aura plus de 20 dans le cloud, dans l'infrastructure. Et donc, ça sera beaucoup aussi des projets venant de vos entreprises, des grandes entreprises. Parce que les startups sont déjà pour la plupart dans le cloud. Donc c'est vous qui allez, à mon avis, driver tout ce business. Et ça sera surtout par des projets d'infrastructure, je pense aussi. Alors pourquoi le cloud hybride ? C'est essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire innover sur le public, faire du dev test, du burst, du disaster recovery. Il y a plein d'autres usages, je n'ai pas tout mis ici. Faire l'on-demand. Mais pourquoi encore du cloud privé ou du on-prem ?
Ça peut être pour des raisons de sécurité, des raisons de compliance, des raisons de culture ou de gestion opérationnelle. Et donc, tout n'ira pas dans le cloud public, on en est bien persuadé. Et vous avez sûrement un intérêt à mettre certains workloads dans le cloud public, mais d'autres vont rester. Maintenant, si on dissèque un package applicatif, on retrouve ces différents étages. Donc, tout workload, si vous voulez, se constitue d'applications, de données, de runtime, de middleware, etc., etc. Et dans le cadre de cette présentation, je vais me focuser sur 4 de ces étages, dans l'ordre, de haut en bas. Et je vais vous expliquer comment on peut hybrider, qu'on soit sur IaaS ou PaaS, d'ailleurs je parlais des deux, chacun de ces étages. Et on va le faire, on a des solutions uniquement Google, mais en fait la plupart des solutions seront avec des partenaires, je vais en citer plusieurs. Vous allez voir pas mal de logos et d'architectures, même si elles sont détaillées. Ce que je veux, c'est que vous retenez le message qu'on est là, on a l'écosystème, mais vous allez voir un peu tout ce qui existe à ce sujet. Donc voilà, les 4 que j'ai sélectionnés pour cette présentation. Allons-y par les applis et les VM. Donc, si on prend une application et qu'on veut l'hybrider, c'est-à-dire qu'on veut la mettre en partie sur le public et en garder une partie sur l'on-prem. Vous pouvez imaginer une application multi-tiers, je veux mettre ses front-ends dans le cloud public ou c'est élastique, global, garder des databases, des back-ends chez moi. Comment il faut s'y prendre? Le plus logique, en fait, je pense là où sera le plus facile et le plus évident, enfin le plus facile, c'est pas le plus facile, c'est là où c'est l'idéal plutôt, c'est de containeriser vos applis, très clairement, parce que par containerisation, on sous-entend portabilité. Un Dockerfile, il tourne sur un téléphone, il tourne sur un laptop, sur un serveur X ou Y. C'est un peu comme le Java avec les VM dans les années 90. L'intérêt des containers, pas uniquement, mais c'est la portabilité. Donc, ce qu'on recommande, c'est ça. Malheureusement, on ne peut pas tout facilement containeriser. Il y a des contraintes, les vendors, les licences, etc. Vous ne pouvez pas aller modifier tout votre legacy. Et du coup, on a d'autres solutions pour ça. On a des partenaires. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez, mais Cloudamize, par exemple, comme Cloud Physics, permet de prévoir des migrations. Et donc, c'est une plateforme analytique qui va permettre d'optimiser, de valider les migrations en amont et de simuler donc ces migrations. J'ai perdu mes notes, si c'est possible, merci. Cloud Physics nous permet de simuler. Cloud Endure, je vais en parler dans le slide d'après, permet en fait de migrer des machines avec des agents qui viennent analyser vos machines et les migrer en live, sans perdre, sans interruption en fait. Quand je dis migrer, ça peut être migrer une partie pour rester en mode hybride. Atadata, eux, ils font de la synchro d'OS et des hyperviseurs. Et Shoreline, c'est une solution de mobilité pour les applicatifs. Et récupération et retour arrière. Donc on a maintenant un service de migration de VM donc qui utilise en fait les agents Cloud Endure. Donc vous les déployez on-prem, tout simplement. Ils vont analyser votre existant sans le toucher, sans l'arrêter. Ils vont ensuite se synchroniser et redéployer les environnements GCP, donc la plateforme VM, réseau, etc. nécessaires, tous les VPC, et commencer à copier bloc par bloc les VM pour assurer les migrations sans perte de service. Et vous avez évidemment une console multitenante en haut qui permet de piloter tout ça. Ça, c'est une solution éprouvée, ça fait maintenant des années que ça marche, qui est très utilisée chez nos clients qui veulent faire du lift and shift en fait, massif. Maintenant, on va parler des runtime, ou si vous voulez, c'est du PaaS essentiellement, c'est des systèmes d'exploitation hybrides, et dans lesquels on va retrouver typiquement ce type de configuration, sur laquelle on retrouve les containers, les applications, et Kubernetes, que vous connaissez peut-être, qui est notre orchestrateur, qui va manager ces containers. Et en dessous duquel vous pouvez mettre chez nous, on a Cloud Platform et la version managée de Kubernetes, côté public, et à gauche, il y a plein de solutions. Je vais boire quand il y aura un schéma plus compliqué, en fait. Comme ça, vous pourrez... Donc on a plein de partenaires, Nutanix, Red Hat, Pivotal, à 2 versions maintenant de leur système d'exploitation hybride. Et Kubernetes permet, avec la fédération, de manager des containers on-prem ou dans le cloud. Donc si on part par Nutanix, ce que vous avez ici, c'est leur solution de base qui est au centre, qui est Calm, qu'elle s'appelle. Ils sont d'ailleurs dans la conférence. Et vous avez des blueprints, donc des applications, des blueprints d'applications. Il y en a sur un store où vous pouvez créer les vôtres.
Il va piloter, donc via Kubernetes, c'est toujours Kubernetes en fait, l'engine. Il va piloter le déploiement de ces applications chez vous à gauche ou chez nous à droite. Et localement, le système en dessous de Kubernetes, que vous installez directement sur votre OS, c'est Acropolis. Donc c'est le système de base qui gère l'adhérence aux machines. Et Prism permet le monitoring et la supervision de ces déploiements. Donc là, je vais boire un coup. Donc, Pivotal Cloud Foundry. Ça, on a annoncé ce partenariat, je pense, plutôt cette année. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il fonctionne sur notre cloud. Nos ingénieurs ont travaillé ensemble. Et vous pouvez utiliser PCF localement ou dans notre cloud. Ok, hop. Excusez-moi. Et donc c'est la même architecture chez nous ou chez eux, ou chez vous, pardon. Et donc ils vont gérer, pareil, le déploiement des deux côtés. Et maintenant, plus récemment, donc fin août, on a annoncé avec Pivotal encore le container service de Pivotal, donc PKS, il s'appelle. Et là, en l'occurrence, on a même créé un projet open source qui s'appelle Kubo, qui est né de la collaboration entre nos ingénieurs. C'est les ingés Google, Kubernetes et les ingés Pivotal qui ont bossé ensemble pendant plusieurs mois, qui ont créé l'intégration parfaite, si vous voulez, de Kubernetes dans Pivotal sur Google Cloud. Et donc, on utilise en fait Bosch, qui est leur système d'orchestration, qui est donc motorisé par Kubernetes. Donc, la version, toujours la dernière, ils sont juste 2 semaines derrière la version open source. En dessous duquel on a NSX, qui est leur solution issue de VMware, qui va permettre la gestion de l'infrastructure. Et ils ont un registry qui est Arbor, qui est leur registry entreprise, pour stocker les images de containers. Donc voilà encore une autre solution par Pivotal. Red Hat OpenShift, je pense que vous connaissez, qui utilise aussi Kubernetes pour motoriser les déploiements, qui fonctionne très bien sur notre cloud et que beaucoup utilisent déjà on-premise. Et donc, toutes ces solutions vous permettent en fait de faire fi du data center, que ce soit le nôtre ou le vôtre, et de déployer vos applicatifs à droite à gauche et de faire tomber cette fameuse barrière. Évidemment, si vous souhaitez, c'est plus compliqué, hein, mais manager Kubernetes directement on-prem, c'est possible. Et grâce à la fédération, donc, qui a été lancée, je crois, il y a 1 an, vous pouvez déployer sur un cluster Kubernetes on-prem et sur un cluster que vous manageriez, si vous le voulez, sur nos VM ou qu'on manage pour vous via Container Engine, sur notre cloud. Et Kubernetes tourne d'ailleurs partout, hein, sur les autres clouds. Et c'est en train de devenir l'orchestrateur par défaut. Si vous avez suivi les news, même Docker a arrêté Swarm. Ils ont considéré que c'est maintenant Kubernetes la solution qui s'impose en standard, si vous le souhaitez. Donc voilà, ça c'était pour la partie runtime. Donc on a vu comment on hybride les applications, comment on bouge les VM, comment on peut utiliser des operating systems par nos partenaires ou directement Kubernetes pour déployer des deux côtés. Maintenant, on va parler réseau. Et donc là, j'ai encore quelques schémas. Celui-là, vous l'avez déjà vu, c'est le réseau Google. GCP bénéficie de tout le réseau Google de prod. Donc des centaines de points de présence, où il y a les grandes villes, les 17 points d'availability, où il y a les machines, tout le Edge Network, et on a, je ne sais plus combien, 300, 400, non, plus de 800 Global Cache, sur lesquels il y a notre CDN, sur lesquels il y a les vidéos YouTube, mais Cloud Storage, etc. Et du coup, pour s'y connecter, comme c'est le réseau, c'est difficile de se comparer aux autres, mais on est dans les plus joignables forcément du monde. On a plusieurs moyens de s'y connecter. Donc peering direct, peering via un carrière, donc je vais vous montrer lesquels, et VPN, que je recommande plus pour le DevSTS. Donc le VPN, justement, parce que j'en parle, pour rapidement en parler, on a beaucoup amélioré l'offre en fait. On a beaucoup appris avec Spotify par exemple il y a 2 ans à comment monter en puissance. Donc on supporte les derniers protocoles, ECMP, on fait du BGP, etc. On a donc la passerelle managée de notre côté. On a sur notre site, en termes de documentation, tout ce qu'il faut pour savoir comment vous branchez vos appliances. On vous donne les bonnes pratiques, etc. C'est facile, c'est pratique pour le dev test, pour démarrer avec des petits volumes, même si on monte à 3 gigs quand même. Mais bon, pour un cloud hybride en prod, c'est pas évidemment ce que je vais vous recommander, c'est plutôt pour la phase POC. Ensuite, dans cette offre qu'on a renommée en Cloud Interconnect, vous avez 2 modèles de connexion. Le modèle dédié, donc c'est vous qui venez vous brancher dans nos points de peering, dans nos colos. Ce qui n'est pas évident forcément, ça va dépendre de votre footprint, hein, si vous avez un ASN, si vous avez déjà des pattes sur les interactions, etc.
Sinon, le modèle via partenaire, qui va être dans 90% des cas utilisé, dont je parlerai tout à l'heure, et qui apporte les mêmes bénéfices, si vous voulez. Donc le modèle, donc c'est là on va encore avoir quelques schémas, donc le modèle dédié, donc direct, c'est vous arrivez sur un point de colo sur lequel on est présent, donc on a toute la liste, j'ai le slide après. Pour l'instant, on en a 2 à Paris, on va annoncer Marseille bientôt, et on en a plein d'autres dans le monde. Donc vous mettez dessus, donc on connecte les routeurs, et on va pouvoir brancher votre on-prem avec notre cloud sur un même plan d'adressage. Donc là, c'est une vue plus détaillée. Donc vous êtes toujours à droite, donc on retrouve la colo ici, les 2 routeurs, et on retrouve les plans d'adressage. Et donc on va router automatiquement, on aura un cloud router dans chacune des régions qui permettra de router les paquets, et donc vos applications vont continuer à se voir comme sur un même réseau, et on est sur quelque chose d'ultra solide, qui peut monter sur des SLA de 99.9 à 99.99, donc des choses qui sont en fait dimensionnées pour de la prod. Et on peut faire du multi-région et du redondant, que je vais montrer après. Donc voilà les points d'accès, nos portes, si vous voulez, pour le Dedicated Interconnect. Sur Paris, on a Interaction 7 et Global Switch. Et comme je disais, on aura à Marseille bientôt. On aurait été sur Paris déjà 5 points, mais pour l'instant, on en a 2 d'ouverts. Et vous en avez dans toutes les grandes villes. Et donc tous ces points-là vous servent de porte d'entrée sur notre réseau, et vous rejoignez sans problème derrière un cloud router à nous. Et donc après, nous, on sait relier depuis notre backbone vos différents VPC. Si on est justement en multi-région, ce qui va se passer, c'est que, comme je le disais, un cloud router, donc ça peut être par exemple l'Europe, les US, de chaque côté, notre backbone qui relie le tout, et vous vous connectez même sur un seul point de colo. On saura relier les deux et différencier les liens. Et on le voit ici, donc désolé, c'est des schémas un peu barbares, mais pour ceux qui sont un peu dans le milieu, vous allez vite comprendre. On a deux régions, cette fois-ci US, avec un VPC. On retrouve les zones de colo et on se connecte au edge, aux différents endroits. Là, c'est pour un réseau critical, business critical, où on a en fait 2 liens actifs et 2 régions différentes. Donc, ça veut dire que vous avez 4 points de connexion. Donc ça, on peut faire du workload ultra critique là-dessus sans problème. Maintenant, la solution peut-être que vous allez plus facilement utiliser, c'est si vous n'êtes pas du coup présent sur nos points de colo, c'est via nos partenaires. Donc le schéma n'est pas bien plus compliqué. En gros, le partenaire s'insère entre vous et nous. Il est lui sur la colo avec nous. Il en a une pléthore. Et lui va assurer, c'est lui qui va aller jusqu'à vous. C'est-à-dire que si vous dites vous êtes, j'en sais rien, si vous êtes par exemple sur un Equinix, typiquement c'est un partenaire, donc pour eux c'est juste un branchement local qu'ils font entre leurs différents routeurs. Et ensuite la partie gauche ne change pas. Donc les partenaires en question, les voici. Je pense que vous connaissez, c'est les gros providers, les gros carrières, providers de connectivité. On en a même des plus petits, comme Intercloud, le français, qui lui va offrir, mais aussi comme les autres, du consulting, du SLA, etc. Et l'intérêt de ces partenaires, c'est qu'ils sont agiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller à des endroits où ils ne sont pas aujourd'hui, chose que nous, on ne saura pas faire. Et donc, ils pourront venir vous brancher à nous, dans ces zones, même si vous avez une zone moins bien connectée. Ils feront l'effort en fait, de le faire. Ça fait partie de leur métier, quoi. Alors là, ça ne va pas être du tout lisible. Et c'est en ligne, c'est un arbre en fait, de décision qui vous permet de savoir en fonction de votre cas d'usage quoi utiliser chez nous. Donc vous voulez étendre votre réseau avec nous? Non, on ne fait rien, il n'y a pas d'objet. Oui, est-ce que vous voulez étendre sur juste la partie G Suite ou les API Google? Si c'est oui, à ce moment-là, est-ce que vous pouvez venir direct en direct peering avec nous? Si oui, direct peering, sinon carrière peering, donc le dernier qu'on voyait. Si vous cherchez Cloud Interconnect, vous retrouvez l'arbre, c'est pour les photos. Sinon, si c'est pour d'autres projets, donc plutôt infra, est-ce que vous pouvez venir sur les points de présence? Oui. Est-ce que vous pouvez vous-même faire votre encryption, etc. Oui, donc Dedicated Interconnect. Sinon, IPsec. Et si c'était non à la question d'avant, à ce moment-là, ça va être IPsec, si vous ne pouvez pas venir. IPsec VPN, la solution initiale. Donc voilà, il y a ces 4 moyens de se connecter à nous. Et dernier sujet, qui est donc la partie stockage. On a expliqué comment hybrider les applis, comment hybrider les runtime, comment bien se connecter, parce que c'est ultra critique, la latence, c'est aussi un des sujets pour ce type de workload, qui ne peuvent pas naître si on n'est pas à moins de 10 millisecondes. Certains workloads ne pourront même pas exister en hybride. Par contre, il y a aussi l'aspect stockage. Donc là, encore une fois, on a une série de partenaires. Donc vous en envoyez 7 ici.
Donc des grands du stockage, hein, que vous connaissez, les Veritas, les NetApp, etc. Et aussi des plus pure players. Et je vais en montrer 2-3, tout simplement. Donc un navire avec qui on travaille beaucoup en fait, dans le monde même du rendering, etc. Eux vont fournir à la fois sur les aspects objets et les aspects blocs des solutions d'hybridation. C'est-à-dire qu'ils vont faire le burst au niveau objet. Donc si vous dites j'ai besoin d'une appliance, c'est elle qui va gérer au-dessus de N Tera, on va la mettre dans le cloud. C'est pré-branché à Cloud Storage. C'est d'ailleurs généralement le point d'intégration initial de chacun de ces providers. Si par contre vous voulez un NAS brancher plein de disques de VM entre eux pour avoir une vue filer, c'est pareil, c'est quelque chose qu'ils savent faire. Côté cloud, évidemment, on-prem. Et donc, ça, c'est un gros player du stockage dans le cloud. Encore une fois, ça peut même être vu pour des usages utilisateurs, hein, le bon vieux répertoire partagé. Mais c'est très utilisé pour du burst grâce aux appliances, etc. Et pour les applicatifs, évidemment. Pour qu'elle n'ait plus à savoir, et là c'est pareil, c'est Nginx, ils vont gérer aussi la synchronisation entre l'on-prem et le cloud, l'utilisation de GCP comme un file server, et donc c'est une solution centralisée pour gérer vos objets, vos fichiers, et faire fi, encore une fois, c'est tout le principe de l'hybride, de où se trouve l'objet en réalité. Leur solution le sait et ira le chercher pour vous. Un dernier, donc Veritas, pareil, leur console 360 permet l'intégration avec Cloud Storage. Ils font du backup, ils font du disaster recovery, ils font de l'archivage aussi, qui est un vrai sujet. Ils sont intégrés. Et donc, je n'ai pas mis les schémas pour tous, hein, mais vous comprenez un peu, c'est toujours la même mécanique. Ils se branchent, ils s'intègrent à nos API, et du coup, vous avez l'extension cloud au niveau stockage. Donc voilà, c'était les 4 sujets que je voulais aborder dans le cadre du cloud hybride. Je suis un petit peu en avance, c'est tant mieux, on pourra passer aux questions. Et donc, ce que j'essaye de vous dire, et ce que j'espère que vous allez retenir, c'est que vous soyez encore complètement on-prem, et que si vous pensez que ça va se faire en plus de 3 mois le passage dans le cloud et que vous allez vivre pendant un certain temps sur l'hybride, on a les solutions, on a l'écosystème, on a les services d'intégration, on a les partenaires qui permettent l'intégration, donc on est là. On a pas mal de clients qui se lancent là-dedans et je pense que ce sera le gros du marché sur les 10 prochaines années. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Et voilà, donc je vais demander à Grégoire de remonter. Donc voilà, je voulais juste vous remercier à tous pour votre présence aujourd'hui. Ça a été long dans cette salle un peu sombre. Donc merci pour votre attention, toutes vos questions. Et puis le grand message qu'on veut vous passer, c'est vraiment qu'on est là pour longtemps. C'est un investissement stratégique pour nous d'être présent dans l'accompagnement auprès de vos entreprises pour vous transformer. Les grandes entreprises sont notre target. On est de plus en plus nombreux et on peut vous accompagner avec beaucoup de ressources présentes localement, mais également toutes nos ressources d'ingénierie qui, comme vous le voyez sur scène en ce moment, se déplacent pour écouter vos problématiques et pouvoir vous accompagner. Donc ça c'est vraiment, je pense, un message clé, c'est qu'on est là pour longtemps et on est là de manière importante pour vous accompagner dans ces transformations. Que ces transformations, elles consistent évidemment à transformer vos business avec la data au cœur et le machine learning, mais pas que. Pour transformer tout ça et pour aller dans ces directions-là, eh bien, il faut faire évoluer les infrastructures avec des architectures qui vont évoluer, qui vont passer par des architectures d'hybrid cloud, comme on vous l'a précisé aujourd'hui. Voilà, en tout cas, un grand merci pour votre présence, vos attentions. Et puis, je voulais juste rajouter qu'on est là et on sait aussi scaler, je reprenais l'analogie, scale vertically ou horizontally. Donc on sait le faire au niveau des forces commerciales. C'est-à-dire s'il faut monter les échelons, vous avez un projet stratégique et vous voulez discuter avec nos VP Engineering, nos VP Sales, etc., on sait le faire, il n'y a aucun problème. Et s'il faut qu'on se scale out, c'est-à-dire que s'il vous faut une équipe Google dédiée pour vos projets, parce que vous avez un très gros projet et qu'il faut 10 personnes dédiées, on sait le faire aussi. On a déjà mis en place ce modèle, on a déjà des clients sur lesquels on a des personnes sur site. On leur envoie des gens pendant 6 mois, pendant 12 mois. Donc on est enterprise ready aussi et scalable dans les deux sens pour vous accompagner. Voilà, exactement. Donc un grand merci et puis donc on vous propose de poursuivre en prenant un verre au même endroit qu'on a déjeuné. Merci à tous. Merci à tous.